Salut à tous, bienvenue dans le 1330. Nous sommes le 3 juin, dis donc, c'est bientôt les vacances ou quoi? Les vacances d'été. Ah Et, ouais. euh, et oui, et je suis avec Lionel Dimitrievitch qui va nous parler aujourd'hui de choses super sympas. Un agent IA RAG avec sémantique kernel, plein de mots sympathiques déjà. Comment vas-tu, Hmm. Lionel? Bah écoute, ça va, ça fait un petit moment que j'étais pas venu, donc C'est super vrai. content de venir. Et puis je vais vous présenter un sujet dans lequel je suis un petit peu actuellement là, et qui me passionne vraiment. Sur le RAG, mais plus que le RAG en fait, c'est de vraiment comprendre comment c'est fait et de pouvoir faire des choses un petit peu similaires de ce qu'on nous propose Mhm. dans le commerce, on va dire. Et donc je me suis amusé autour d'un petit sujet et voilà, je vous présente un petit peu ce qu'il en est et je vais vous montrer le résultat à la fin. Évidemment, c'est perfectible, c'est un premier jet qui a été fait, donc voilà, mais il y a déjà toute une structure, il y a déjà toute une chose, plein de Ok. choses. Alors, sémantique kernel, ça, alors j'ai vu ça, c'est Frédéric de Toulouse là, qui m'a dit ça. Ça change et s'appelle Agent Framework maintenant. Il y a une partie Ah de oui, sémantique kernel qui est repris d'accord. dedans et plus d'autres choses. Mais bon, euh, on va Oui, avoir c'est à peu près récent la même ça. chose avec sémantique kernel. Ok, tu peux lancer si tu veux. Eh ben, on va y aller alors. C'est parti. Donc déjà, une chose dont il faut qu'on ait conscience, en fait, c'est que le LLM brut, en fait, non ancré, il connaît rien, en fait. Il a que ses données d'apprentissage et Mhm. point final. C'est-à-dire que si on demande, par exemple, à un GPT-5, juste le LLM, hein, j'entends, Mhm. on peut lui demander quelle est la date du jour, il vous mettra la date à laquelle à peu près il a été entraîné ou quelque chose comme ça. Voilà. Ici, on a un exemple. Alors, petit disclaimer, la plupart des contenus des slides proviennent de slides Microsoft, donc je préfère le dire. Tout ce qui est notamment visuel là, provient de slides Microsoft. Donc je préfère le dire, mais elles étaient pertinentes, donc je les ai mises dedans. Ok. Mais autant rendre à César ce qui lui appartient. Donc du coup, là, dans la slide, on voit quel produit dois-je utiliser pour effectuer une tâche. Et ben en fait, on va avoir une réponse qui va être correcte, effectivement, grammaticalement, mais qui ne va pas être contextualisée, ou du moins contextualisée avec uniquement les données d'apprentissage, sans plus. Mhm. Quand on ancre les données, alors en anglais on appelle ça grounding. Donc c'est pour ça ici on parle d'ancrage, mais souvent vous entendrez parler de grounding en fait, parce que c'est le terme anglais. Quand on ancre les données, c'est quoi? Ben, c'est simplement qu'on va ajouter en fait du contexte venu d'ailleurs, c'est-à-dire pas venu du prompt de l'utilisateur, mais venu d'un autre système. Ici c'est un catalogue de produits qui est présenté par exemple. Mhm. Donc quel produit dois-je utiliser pour effectuer la tâche X? Et ben là on va avoir une réponse qui va être contextualisée puisqu'on va lui fournir un catalogue de produits sur lequel le LLM va pouvoir s'appuyer pour amener une réponse non seulement grammaticalement correcte, mais aussi contextualisée, et donc beaucoup plus pertinente pour l'utilisateur. Du coup, le RAG, c'est un petit peu l'extension de ça, parce que là, on montre une base de données, mais le RAG, c'est un petit peu une extension de ce système-là. Le RAG, en fait, c'est tout simplement le fait de mettre des données d'ancrage dans le prompt. En gros, quand je vais Mhm. récupérer ma liste de produits, je ne vais pas mettre une liaison entre le LLM et ma base de données. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais extraire les données de ma base et ensuite je vais aller dans le prompt injecter ces données. D'accord? On Mhm. verra comment c'est mis en œuvre. Et c'est ça, en fait, ce qu'on appelle le prompt. Donc, c'est ici ce qui est montré hein, sur ce schéma. On a l'entrée utilisateur. Et dans le processus, on verra qu'il y a un processus, on va récupérer des données qui vont être en fonction, évidemment, si possible, de ce qu'a demandé l'utilisateur. On verra comment ça peut se faire. Et puis ensuite, on va augmenter l'invite, tout simplement l'invitation à le prompt avec les données qui viennent de là, les données grandées, et puis on va Mhm. générer la réponse. Alors comment ça marche pour que ce soit efficient? Parce que quand on va voir l'entrée de l'utilisateur, pardon, c'est du texte. Et donc, par conséquent, on ne peut pas analyser du texte comme ça pour savoir quelles données on va récupérer. Alors, on va Mhm. faire ce qu'on appelle en fait une recherche sémantique. Et pour ça, on va avoir besoin d'utiliser un nouvel outil à côté, qui va être une base de données spécialisée qui va stocker en fait des vecteurs et ce qu'on va faire en fait sur des documents pour pas envoyer systématiquement l'intégralité du document, c'est-à-dire qu'on pourrait dire au LLM, je charge tous les documents et puis je t'envoie tous les documents. Sauf qu'on va avoir Mhm. une problématique de limite de taille, on va avoir une grosse problématique de pertinence, etc., etc. Donc ce qu'on va faire en fait, c'est qu'on va faire ingérer
les documents. Donc là, on voit un document 1, document 2, dans une base de données spécialisée. Et en fait, ces documents, ils vont être découpés en chunks, c'est-à-dire en petits bouts de texte. Alors la taille, elle se configure, hein, mais ça va être 1 millier de mots, par exemple, Mhm. euh, un chunk. Et en fait, les chunks, ils vont se recouvrir les uns les autres. Et en fait, quand je vais ensuite faire ma recherche, donc je vais récupérer le prompt de l'utilisateur. Je vais extraire de ce prompt utilisateur les mots-clés en fait que je vais utiliser pour faire ma recherche documentaire. Oui. Cette recherche documentaire, en fait, elle va me renvoyer des bouts de texte, d'accord, qui vont être, vu qu'il y a un système vectoriel, on va avoir tous les bouts de texte qui se rapprochent. Si vous voyez, on a les enfants jouer joyeusement dans le parc, par exemple. Bah, on voit les vecteurs là qui sont en bleu, hein, et puis ici, on a les petits couraient avec joie autour du terrain de jeu. Donc, c'est quand même très très proche. C'est pour ça qu'on a des vecteurs très très proches. Et donc, ce Mhm. système en fait de recherche sémantique va nous permettre de trouver des concepts très proches, mais peut-être qu'on n'aurait pas matché tout simplement avec le même libellé. Et donc, du coup, en faisant cette recherche sémantique et ce système de recoupement en fait de chunks, je vais récupérer tous ces éléments, je vais envoyer au LLM un ensemble de chunks avec le prompt de l'utilisateur ou éventuellement autre chose. Et ça va me faire en fait un flux basique. Alors, je suis désolé, j'ai pas été assez vite par rapport au slide, mais voilà, le flux basique, c'est qu'on a l'invite de l'utilisateur. Donc ça, on le récupère, on le garde. Ensuite, on va ajouter, pourquoi pas, l'historique de la conversation ou des conversations. Donc on va reprendre en fait tout le prompt, tout l'historique et on va le rajouter dedans pour que le LLM il ait le contexte global de la conversation. On va pouvoir y ajouter les données pertinentes, à ce que je disais. Donc, quand on va aller chercher dans un document, par exemple, donc on va aller rechercher des bouts de documents qui correspondent à ce qu'on veut, par exemple, ou alors, pourquoi pas, dans une base de données ou un autre système. On verra tout à l'heure, on va faire un petit truc, mais où il n'y aura pas de base de données, il n'y aura pas de documents à proprement parler. C'est tout à fait faisable. Et ensuite, on va utiliser tout ça en fait pour constituer le véritable prompt qui va être utilisé au LLM. Ce qui fait qu'en fait, le prompt que nous on tape dans un chat GPT, dans un Copilot, dans un Gemini, c'est jamais le prompt qui est envoyé au LLM. En fait, il est toujours Ouais. retravaillé par le système Mm. pour optimiser la réponse. Et donc, alors, Microsoft appelle ça les flux rapides. Alors, rapide, j'ai pas compris pourquoi ils appellent ça des flux rapides. Moi, j'ai appelé ça flux globalement, mais voilà, le Mhm. flux numérique, on va dire, qu'on utilise qui est utilisé hein, globalement sur tous les chats, c'est qu'on va avoir les entrées, donc des données entrantes, les invites utilisateurs, les historiques, etc. Donc, tout ce qui est externe, pourquoi pas des fichiers qu'on upload et Mhm. compagnie. Le système, lui, il a un ensemble d'outils en fait qui va lui permettre d'analyser ce qui est demandé, pourquoi pas d'exécuter du code, de rechercher dans une base de données, dans une base vectorielle, etc., etc., de pourquoi pas créer des variantes d'invite, hein, donc du coup de faire pourquoi pas de multiples appels LLM. Donc tous Mhm. ces outils-là, en fait, pour pouvoir résoudre finalement le système. Et bien souvent, ce qui se passe à la fin, c'est qu'on a un assemblage en fait de données qui sont pré-travaillées, pré-mâchées, pré-conçues ici, à partir des différents éléments, et le tout est envoyé vers un prompt final qui va nous envoyer un résultat définitif en fait. Et c'est assez marrant parce que, enfin marrant. Non, mais la première fois que j'ai utilisé Azure AI Foundry, en fait, où je suis allé dans le chat, dans le Playground chat, et puis je lui pose une question tout bêtement, voilà, on travaille, donc je fais un prompt un petit peu conséquent, etc. Puis justement, je parle des dates parce que c'était une des problématiques du truc, c'était de faire des réservations et de les faire dans le temps, on va dire, et de dire, bah tiens, je veux un vol pour demain. Et en fait, Ouais. quand on pose la question, je veux un vol pour demain, bah, on avait un vol pour le 22 janvier 2022. Je raconte une bêtise, mais voilà, on était complètement à l'ouest. Et donc, du coup, c'est intéressant de voir finalement comment, encore une fois, ChatGPT, Copilot et consorts travaillent, parce que finalement, en fait, c'est pas juste un LLM, c'est beaucoup plus que ça, en fait. Et il y a beaucoup, beaucoup d'orchestration et d'outillage qui viennent autour. Et je parle à volonté d'orchestration parce qu'on est très, très souvent dans du flux, en fait. Et Mhm. donc, du coup, voilà, ça c'est le flux, on va dire, générique de quand on fait une requête. En fait, on a plein plein d'actions qui se passent entre les deux. Le RAG, c'est quoi le flux d'un RAG? En fait, c'est ça. Sauf qu'au milieu de ce flux, on va avoir un flux spécial qui va être un flux de lookup, donc qui va nous permettre de faire une recherche, encore une fois, sémantique sur un ensemble de documents qui va nous permettre de
d'ancrer, de grounder nos données et de les ajouter en fait au prompt final et d'avoir un résultat. Donc voilà, je pense que c'est pas trop compliqué. Le concept n'est pas très compliqué. Moi, là où j'ai été un petit peu, alors je savais qu'il y avait de l'outillage, etc. Mais je pensais pas que c'était aussi simple finalement que ça. Alors simple, je mets des guillemets, hein, parce que évidemment, j'ai vu le bout de la lorgnette de l'iceberg. Mais on peut faire des choses vraiment assez pertinentes et assez efficaces, en fait, véritablement très simplement. Et une fois qu'on a compris ça, en fait, on peut mélanger un petit peu, on va pouvoir mélanger du développement déterministe, donc vraiment des choses très calculables, prédictibles, etc., avec du probabiliste et donc les LLM, et donc de mélanger les deux. Et c'est là que ça devient intéressant parce qu'on a quelque Mhm. chose qui est un peu mouvant. Et ce qu'on va vouloir faire, c'est essayer de faire que le résultat soit le plus précis possible. J'ai parlé hyper vite, mais on va Ah, aller directement dans le code. Hop là. Allez, donc j'ai fait un petit projet tout simple parce qu'on a très souvent, quand on a des audits à faire, évidemment, c'est le fichier que je voulais pas montrer, mais c'est pas grave. Euh, Quand je changerai les clés, comment dire? Ça m'a perturbé. Quand on fait des audits, en fait, on va très souvent avoir à utiliser un outil qui s'appelle SonarCube, même on l'utilise normalement au quotidien, en fait, quand on construit des applications. mhm. Et très souvent, donc dans l'audit, on va aller se plonger dans SonarCube. Alors SonarCube, c'est plein de data, c'est plein de choses, des métriques, etc. Et on fait une analyse manuelle, je dirais, c'est-à-dire qu'on va on va mettre un expert pour aller analyser et voir un petit peu ce qui se passe dedans. Donc, je me suis dit à quel point en fait ce processus-là pouvait pas être, alors je vais pas dire automatisé à 100%, mais du moins aiguillé, piloté, encadré, voilà, avoir des directions déjà d'entrée de jeu. Et je me suis dit, bah, on va aller attaquer l'API SonarCube en fait pour récupérer les datas sur un projet et puis on va aller faire l'analyse par notre ami Copilot. Alors c'était le premier truc. Et honnêtement, alors je vais venir un petit peu sur le markdown que j'avais à la fin. Hop, voilà, c'est le fichier de référence ici que j'ai. Mhm. Euh, je vais le partager. Voilà. On a quelque chose qui est plutôt pas trop mal. On a un beau résumé exécutif avec les messages clés, la qualité, vraiment quelque chose de beau, de lisible, Ouais. avec les éléments qui sont bien mis en valeur. Bon, j'avais demandé des graphiques aussi. Bon, il y avait des choses, voilà. Mais vraiment un rapport qui, je pourrais quasiment le donner à un client comme ça, quoi. Alors, il y a des choses à pousser, évidemment, dedans, il n'est pas complet, encore une fois, mais honnêtement, au niveau de sa structure, au niveau de son contenu, il vaut largement le temps que j'y ai passé pour le faire. Donc ça, c'était mon truc au départ, et donc du coup, je me suis dit, bon, bah voilà, c'est très bien. Donc, j'ai repris la même chose, j'ai fait avec le LLM classique, donc là, je l'ai fait dans le Playground, je l'ai pas fait directement, et j'obtiens quelque chose de beaucoup plus light, qui est très bullet point. Alors, ça va être plutôt quelque chose qui va ressembler à ça. Hop là, voilà. Alors, on va retrouver les mêmes rubriques hein, globalement. Alors, déjà, là, il m'a mis du code Python parce que je lui avais demandé d'exécuter des graphiques, mais il n'a pas exécuté les graphiques, il m'a mis code Python. Bon, peu Mhm. importe, c'est un problème de prompt. Mais voilà, là, on parle dans un résumé exécutif, on parle du nombre de codes analysés, avec les anomalies détectées, etc. C'est pas ça qu'on attend en fait quand on donne à un client. Le client s'en fiche en fait du nombre de Oui. lignes de code analysées. Lui, il veut le résultat. Donc on voit que c'est plus orienté tech en fait. Déjà, le même prompt a été joué, hein, je tiens à le préciser. C'est Mhm. plus orienté tech que l'autre dans Copilot, qui me sort vraiment un truc déjà prêt à l'emploi. Donc du coup, je me suis dit, on va se creuser les méninges et on va faire le truc nous-mêmes à la main, comme des grands, pour voir un petit peu la complexité de la chose et l'intérêt surtout que ça apporte. Donc du coup, je prends mes sources de sonar, d'analyse sonar que j'avais déjà, hein, puisque alors, je vais vous les mettre là pour vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hop, voilà, j'avais déjà ces sorties-là, donc je les avais sorties au format CSV, puis ensuite au format JSON. Donc là, si j'en ouvre un, on va juste le mettre en forme. Voilà, en gros, là, j'ai exporté toutes les datas que j'ai dans mon projet, hein. Ici, Mhm. voilà, avec les différentes, le nombre d'issues qui ont été retrouvées, voilà, différentes métriques, et puis l'ensemble des systèmes. Je me dis, bah voilà, là, je suis pas mal avancé.
Je lance le truc et je me dis: «Bah, c'est bon, là, maintenant, j'ai formaté mes datas, c'est nickel. Maintenant, je vais pouvoir rejouer mon prompt. Mmh. Normalement, le résultat, il devrait pas être trop, trop mauvais». Donc je suis allé on va aller dans le code maintenant, on va rentrer non, je suis pas c'est pas dans Visual Studio, pardon, c'est pas dans VS Code, c'est dans VS. Donc on va revenir, donc j'ai demandé à l'IA de me faire un petit projet, vraiment un petit truc de base, donc j'ai un petit truc très simple avec Semantic Kernel. Alors je vais pas rentrer dans Semantic Kernel aujourd'hui, on le verra la prochaine fois puisqu'il y aura une deuxième partie le 1er juillet, je Exact. crois, ou le 3, hein, c'est le Exactement, 1er. 1er juillet. Voilà, donc on verra plus Semantic Kernel dedans. Ce qu'il faut savoir, Semantic Kernel, en gros, c'est un framework qui va me permettre d'interroger, entre autres, Azure Foundry. En l'occurrence, j'ai mis de l'Azure Foundry avec un modèle GPT 5.4 ou 5.5, je crois, donc un modèle assez puissant. Bon, on a fait un petit truc. En fait, les parties vraiment intéressantes du code vont être celles-ci. Donc ici, le export project A5, c'est tout simplement que on crée le fichier JSON de base, c'est-à-dire que ici, on va aller interroger le SonarCube pour récupérer les datas et je crée le JSON que je viens de montrer à l'instant. Et j'envoie ensuite ça au LLM. Donc en fait, quand je fais ça, je fais ni plus ni moins ce que j'ai fait, ce que je disais, ce que j'avais fait, et comparer finalement ce que faisait Copilot avec tout à l'heure quand je disais, bah, je lui ai mis le même prompt et les datas. Voilà, j'ai fait exactement la même chose. Donc du coup, je ne vais pas avoir le bon résultat. Pourquoi? Et ben, en fait, j'ai creusé un petit peu avec Copilot, hein, dessus, et il me dit en Ouais. fait, simplement, le JSON qu'on sort, il est structuré pour un dev, pour de la technique, mais il n'est pas structuré pour un LLM. Le LLM, il attend plutôt quelque chose de déstructuré, donc de plus textuel, plutôt que quelque chose de structuré comme le JSON qui est sorti là. OK. Je le remontre, hein, mais qui est vraiment très, très, hop, là, je ne sais plus où il est là. Oui, il est très, très structuré avec des Mmh. données. Voilà, ça c'est plutôt pour du code, on va dire. Il me dit non, non, dans un LLM, il faut être plus verbeux en quelque sorte. Et donc là, je lui dis ouais, ok, mais plus verbeux. Là, si on sort tout le truc en plus verbeux, celui-ci fait déjà 160 kilos. Si je le sors, ça va me sortir un méga, peut-être deux, je sais pas. Ouais. Et il me dit ouais, effectivement. Mais en fait, ta problématique, elle n'est pas là. Ta problématique, elle est que tu essaies de traiter toute la donnée en une seule fois. Et effectivement, on rentre dans la notion de flux. Et là, en fait, il me dit, on en arrive à la conclusion, parce que du coup, je l'interroge pas mal, etc., de comment faire. Et en fait, on Mmh. en arrive au fait que entre les différents steps, entre les différentes étapes, il va falloir qu'on échange des données structurées, mais Ouais. qu'à la fin, on va avoir un processus qui va déstructurer ces données et qui va du coup nous rédiger nos éléments. Je fais waouh, génial, excellent, donc on va y aller. Donc là, j'ai fait une première passe donc avec un seul prompt, hein, et donc je le lance pas parce que ça va demander un petit peu de temps, mais Ouais. juste pour vous montrer ce que ça donne en résultat, donc c'est le Sonar Analyze MD que j'ai lancé juste. Non, c'est pas celui-là, pardon. Si c'est le Sonar Cube, si ça, Sonar Cube Analyze MD qui est ici. Je vais le rouvrir parce que je ne sais pas si c'est le bon qui s'est ouvert. Je suis un peu perdu là dans tous les fichiers. C'est pas grave, on le rouvre. Voilà, où j'obtiens, bah si c'était le bon, avec le Python qui a été sorti au début, mais encore une fois, mea culpa parce qu'il y a une notion de graphique dans le prompt. Mais j'obtiens quelque chose, encore une fois, qui est bah, la même chose hein, globalement que ce que j'avais obtenu Mmh. en interrogeant directement le LLM. Donc pas vraiment satisfaisant, même si j'ai réorganisé un petit peu les datas, j'obtiens pas quelque chose de satisfaisant. OK, donc on va aller plus loin dans le truc. Et donc, le processus qu'on va mettre en œuvre, eh ben, il va être un peu plus complexe. Donc pour ça, je vais changer de branche. Hop. Alors je tiens à dire juste, j'ai, il y a un stagiaire qui nous a rejoint cette Lundi. semaine, Ouais. lundi exactement, et qui va travailler sur ce sujet. Donc je suis désolé Younes, j'ai avancé, je suis allé un petit peu plus vite, inspire-t'en, mais fais à ta sauce après, parce que moi c'est vraiment du 1 jet et j'ai pas été plus loin que le 1 jet. Mais en tout cas, on a la structure globale qui fonctionne. On retrouve un petit peu le code que j'avais tout à l'heure. Alors, sonar raw data, j'en mets un petit peu les variables pour que ce soit plus parlant, d'accord? Donc, on les Mmh. sort directement dans le fichier. Et j'ai mon LLM ready JSON, donc en fait, qui me transforme cette donnée. Alors, je récupère le fichier ici, c'est pas très propre hein, le code, mais peu importe. Je récupère en fait ces data finalement formatées pour le LLM, d'accord? Et Mmh. puis je les pris dans un fichier JSON. Alors déjà, si on va regarder le fichier LLM, hop, je vais le formater.
On va revenir tout au début. Alors, il est gros, hein, il est beaucoup plus gros que l'autre. Du coup, il est plus verbeux, il est plus linéaire, il y a moins de structure. Vous voyez, par rapport à l'autre, j'ai du mal à revenir au début. On va. Il fait, pour info, alors il fait 289. On a doublé la taille à peu près du fichier Ouais. d'origine. Voilà, avec plein d'informations supplémentaires, nombre de lignes de code, etc. Mais tout ça structuré proprement. Vous voyez, couverture de code, la Mmh. distribution des anomalies, etc. Bon. Un truc qui lui permet de travailler. Et puis de là, en fait, on va en fait lancer plusieurs analyses. On va lancer une analyse générale dans un premier temps, qui va se charger d'aller regarder d'un point de vue général les métriques et essayer de déterminer un niveau global de l'état du projet. Ensuite, on va faire une deuxième analyse qui va être poussée, qui va être du côté technique. D'accord. On va aller regarder d'un point de vue technique les éléments bloquants et ensuite on va faire un troisième élément qui est quasiment similaire mais qui va être un petit peu plus poussé, on va dire, et qui va en fait se baser sur d'autres inputs à chaque fois. Vous voyez, alors non, là, ici on n'utilise que les sonar raw input à chaque fois, mais on va lui demander en fait de faire un autre travail et ça va nous ressortir une autre data. Donc ici, en fait, quand j'exécute le step 1, on va aller voir le prompt en fait qui est ici. Euh, Si je vais ici, donc voilà, je lui dis que c'est un expert en audit qualité, je lui dis ce qu'il faut qu'il fasse, il faut qu'il produise une évaluation globale fiable, argumentée, structurée, avec les différentes contraintes. Je lui donne les éléments d'analyse, d'accord? Donc voilà Mmh. les différents éléments. Je lui dis d'établir un score, et cetera. Bon, après, on peut travailler ce prompt. Je l'ai travaillé un petit peu avec Copilot, mais je n'ai pas non plus poussé énormément. Et ensuite, je lui dis, attention, ce que je veux en sortie, c'est du JSON, parce que moi, derrière, je vais pouvoir le retravailler, en fait, ce truc-là. Ouais. Déjà, je vais pouvoir le fournir au LLM pour qu'il le réutilise. Et puis, moi, derrière, dans le code, même, je peux le réutiliser, puisque je peux du coup, le sérialiser, désérialiser, etc. Et je lui dis à la fin, bah, source, et c'est là que je vais intégrer, en fait, les données de SonarCube qui vont arriver dedans. Donc, voilà ce que ça fait. Ça va me sortir des datas. Je vais par la suite effectuer le deuxième step, qui est une analyse technique un peu plus poussée. Troisième step. Quatrième step qui va être le step des recommandations. Qu'est-ce qu'il faut faire du coup? C'est quoi les options? Mmh. Et à la fin, on va terminer par une dernière étape, et c'est bien parce que je vais même terminer à peu près à l'heure. On va terminer par une dernière étape qui va être la rédaction du rapport final. D'accord? Donc Ouais. là, au format Markdown, on peut parfaitement imaginer ici de réaliser, pourquoi pas, le rapport alors au format Markdown et puis de le transformer en Word, par exemple, d'avoir une tâche derrière qui va le transformer en Word ou directement de rédiger un PDF. Bref, on peut imaginer ici plein de scénarios puisqu'on va pouvoir utiliser des outils de code et donc, du coup, Ouais. le panel des possibilités, il est assez large. Donc, ce que je vous propose, c'est que je vais mettre un petit point d'arrêt ici. Mmh. Je vais vider mon répertoire et comme ça, on va voir les choses se faire un petit peu au fur et à mesure. Voilà. Donc, je suis dans le répertoire de sortie, on est vraiment sur quelque chose de très simple. Et on va lancer le processus. Voilà. Donc là, il se lance, je vais avoir quelques petites métriques. Voilà, donc ça, les CSV, là, c'est quand j'interroge Sonar, parce qu'au départ, j'étais parti sur un prompt Python, bref, peu importe, j'étais sur des CSV, je suis passé ensuite en JSON, donc peu importe. Donc là, on a Ouais. généré déjà, on a transformé notre JSON brut qui arrive de Sonar ici, on l'a transformé déjà dans le LLM. En format LLM, en fait, là, ce qui prend du temps, tout simplement, c'est l'interrogation du LLM, tout simplement Mmh. qui va prendre énormément de temps, parce que là, en plus, on l'appelle à plusieurs reprises. Je l'appelle en plus à plusieurs reprises sur le même modèle qu'un GPT-5, qui est un gros modèle, et je pense qu'il y a des prompts ici qui pourraient facilement se passer d'une telle puissance. On pourrait utiliser, je pense, un mini, voire un nano sur certaines parties. Donc c'est ça aussi tout le jeu, hein. Après, quand on fait des flux comme ça, bah, c'est de se dire, OK, j'enchaîne des prompts, j'enchaîne des outils, et puis après, c'est quoi le coût à l'arrivée de tout ça finalement? Parce que si un Oui, utilisateur me demande un audit et qu'à l'arrivée, le coût en IA est plus cher que l'audit manuel, ça n'a pas d'intérêt. c'est sûr. Voilà. Surtout que ça Donc, va être c'est une important vraie, de. ça va être un vrai enjeu, le coût des tokens, puisqu'on a vu très récemment que ça Ouais. avait monté de façon drastique. On a une question. Est-ce que cela pourrait permettre un manque de sécurisation sur une API et la déclaration de compte tel qu'un compte SQL par exemple, ou bien cela se limite à la structure et à la qualité de code? Alors, si je comprends bien la question, c'est des questions de sécurité d'OWASP et d'injection SQL.
Alors ça dépend de l'outil d'analyse. Ici, moi, j'utilise l'outil d'analyse Sonar, donc le LLM, lui, il va pas inventer les choses, hein, il va se baser sur ce que Sonar va lui dire. Le Mhm. LLM, il n'a pas accès au code source, mais il se base là-dessus. Alors, il a quand même sa connaissance Sonar, puisqu'il a été entraîné récemment, le modèle 5.5. Ouais. Donc, il a la connaissance des anomalies sonores. Par exemple, il est capable d'expliquer que le code d'anomalie CS machin chose, c'est l'anomalie C# qui fait ça et quelle est sa criticité, etc. Donc, il a toutes ces informations-là de par son entraînement. Nous, on n'a pas besoin de lui refournir ces éléments-là. Ouais. Il va pouvoir l'avoir lui-même. Mais si l'outil ne nous fournit pas l'information de dire attention, il y a un risque d'injection SQL, bah, le LLM, il ne va pas le trouver en fait. Il faut que ce soit l'outil qui le détecte. Donc là, on est contraint par la puissance ou l'impuissance de Sonar. Je crois que sur l'injection SQL, quand même, je ne suis pas certain, mais il me semble que quand même, il y a des garde-fous. Il y a des règles quand même de sécurité qui existent dans le système, mais effectivement, on n'aura pas les résultats d'un pen test avec juste l'analyse SonarCube, quoi. Ce ne sera pas possible Mhm. en fait. Ok. Le LLM, il est bête et méchant, hein. Il écrit le mot qui vient après, hein. Il est toujours ça en tête. Oui. Euh, et c'est ni plus ni moins que ça, hein. Et après, c'est l'outillage qui le rend aussi quelque part un petit peu intelligent. Lui ne l'est pas, il l'est pas du tout. Oui, oui, je Par sa suis tout à fait d'accord avec ça. C'est prédictif. Ouais, En- exactement. On C'est prédit le mauvais. une énorme source de données en entrée. Et lui, il va dire, OK, ben, j'ai trouvé ça. Hum. Mais il n'est pas là pour créer. Il ne sait pas créer quelque chose qui n'existerait, qui n'aurait jamais existé, qui ne fait pas partie des données qu'il a en entrée. Bah, il ne sait pas faire. Mais après, c'est l'outillage derrière qui va faire qu'on va prendre un point, puis on va lui demander de se rechallenger, En fait, c'est ça aussi le système. Là, je ne le fais pas, par exemple, mais très certainement qu'à la fin de ça, une fois que le rapport est sorti, un des trucs intéressants, c'est de dire, OK, maintenant, je prends le markdown, et toi, tu es relecteur, en fait. Hmm. Et dis-moi ce qui manque et quelles sont les infos qui manquent. Et du coup, d'avoir un delta derrière un élément critique, et ensuite d'avoir un autre prompt qui, du coup, en fonction de ses retours, va du coup refaire un rapport complet beaucoup mieux détaillé. Et ça permet d'affiner et d'avoir des résultats plus sympas. Alors, on Il y a va. terminé là, c'est Alors, ça que je vois. pardon? Il a terminé là, c'est ça. Il a terminé, ouais, il a effectué tous les steps. Impec. Donc, on a fait l'analyse 1, et donc si on regarde la réponse de l'analyse 1, c'est tout petit. C'est tout petit, mais on C'est un peu a un petit, ouais. JSON. Ouais, je vais le copier, attends. Hop, hop. Où est-ce que j'ai un fichier JSON ouvert? Ici, c'est très bien. Hop, hop. Voilà, juste pour voir un petit peu. Donc, on retrouve statut numérique dégradé, il me met un score, il me met des sous-scores pour la maintenabilité, la fiabilité, la sécurité, la dette technique. Il me met quelques justificatifs dedans. C'est ce qu'on lui a demandé, hein, de faire vraiment une analyse globale, Mhm. une vue globale, le résumé, les quelques risques, des indicateurs clés, etc. Mais sommaire, mais formaté. Donc, il a déjà fait une première analyse, une première passe dessus. Oui. OK, ça, je l'ai gardé ici en réponse. Ensuite, deuxième analyse, c'est l'analyse technique. Pareil, je vais reprendre ça. Hop, je vais venir le mettre là pour que vous puissiez le voir. Et en gros, alors, un peu plus de choses, hein, mais on va retrouver une description, pourquoi c'est important, et on retrouve en fait ce qu'il a trouvé comme anomalie technique. Il dit risque élevé de nulle référence. Il en a trouvé beaucoup, il dit Mhm. un nombre important, et il nous définit quelques règles en fait qui remontent cette anomalie-là et les composants qui remontent cette anomalie-là. Donc là, on rentre vraiment dans le détail en fait, plus de code, et Ouais. donc c'est cette partie technique, analyse technique. Ensuite, on va faire une analyse détaillée, où là, on Mhm. va avoir une vue, alors excusez-moi pour les copier-coller dans tous les sens, hop, hop, voilà, où on va avoir pareil une vue, mais cette fois-ci un diagnostic plus qui va être posé, on va aller rechercher les fichiers les plus impactés, etc., etc. Donc Ouais. d'avoir vraiment une vue un peu plus bah voilà, dans le détail, dans la profondeur en fait. Et donc on va avoir voilà, les métriques de complexité, les limites qui ont été utilisées, et surtout ici, ce qu'on va avoir, c'est les hotspots, ça c'est intéressant. On voit que cette classe-là, delete semester command, en fait, elle contient à elle seule 21 anomalies. D'accord? Donc ça va nous Mhm. faire ressortir en fait là où sont les problèmes. Donc voilà, il y en a plein, plein, plein. Il y en a plein.
Il y en a quelques-uns, on va dire. Steve, le projet, tu le connais, donc voilà. Tu as cru, je pense que tu as deviné de quel projet il s'agissait. Oui. Je passe ensuite dans les recos et on va prendre ces recos-là donc par rapport aux éléments, voilà, corriger les déréferencements potentiels, et cetera. Donc il va me sortir là des quick wins, d'accord? Ouais. Et puis derrière des choses à un peu plus longue échelle, des, recommandations, alors je sais plus où c'est, voilà, Architecture Recommendations, avec des choses, introduire un middleware global pour la gestion des erreurs, mettre en place une stratégie automatisée dans le pipeline, et cetera, et Ouais. cetera. Donc une analyse un petit peu plus poussée. Et je termine vite parce qu'il est 14 heures et on en arrive au résultat final, c'est-à-dire que ici, alors déjà ce que j'ai oublié de dire, sur cette step 4, je lui ai fourni le résultat de l'analyse détaillée en fait, pour qu'il me donne les recommandations. D'accord? Donc je me Mhm. suis appuyé en fait sur ce JSON-là et à la fin, je lui fais un rapport final où je lui envoie tout ce que j'ai récupéré en fait, les recommandations, l'analyse globale, l'analyse technique détaillée, avec un nouveau prompt qui me dit rédige le résultat. D'accord? Et donc, si on regarde ce qui a été rédigé, hop, normalement, alors attendez, juste je retrouve le répertoire qui va bien. Eh ben, on est dessus, je suis bête. Final Final report, il est report. là. Voilà, et on va ouvrir le preview. Et on a quelque chose qui est à peu près correct, à Mhm. creuser, évidemment, mais on a une petite introduction qui est même bien poussée d'ailleurs, je trouve. Tout à l'heure, il en a fait une plus courte, et une synthèse exécutive qui a l'air à peu près correcte, comme ça, voilà. Ça m'a pas l'air non plus folichon, il faudra creuser un petit peu peut-être cette partie-là pour aller plus loin, mais on a quelque chose qui est toujours structuré, où on a quand même beaucoup d'éléments, on va retrouver des Mhm. recommandations, après il faut les formater. Ici, on a du haut, par exemple. Alors, si ça me fait comme tout à l'heure, on va retrouver du haut en bas. Non, là, il les a classés correctement. Tout à l'heure, ils n'étaient pas classés correctement. Donc, voilà, c'est des petits ajustements qu'il faut faire, une conclusion, etc. Et puis ensuite, bah, c'est retravailler les prompts. Pourquoi pas rajouter des étapes intermédiaires pour fiabiliser et avoir le résultat qui est le plus pertinent possible, en fait. Mhm. Donc voilà pour cette partie et bah, j'espère déjà que ça a plu. Je trouve ça hyper intéressant, je suis en plein dedans et vraiment je m'éclate à faire ça. Et du coup, on verra la semaine prochaine comment on va intégrer des données figées, on va dire, entre guillemets, qui vont venir d'une base de données ou de fichiers qui seront, pourquoi pas, dans un SharePoint, dans un storage Azure, peu importe où il va se trouver. Et on rentrera du coup dans l'utilité aussi de sémantique kernel. Alors certes, mais ce ne sera pas la semaine prochaine. Ce sera le Et non. 1er juillet. Parce que la semaine prochaine, on aura gouverné vos données avec Microsoft Purview. Ce sera avec Hamza Salimi. Voilà, je vous en dis pas plus pour l'instant. Donc 1er juillet pour la suite de l'agent IARAG avec Semantic Kernel, dont on a vu qu'il avait à peu près changé de nom. Ouais, Voilà les amis. Bah oui, mais ça change hier, donc merde, j'ai envie de te dire. ouais, ça change tous les 4 matins. Merci, à bientôt, salut. Ciao, bonne journée.